Dans un temps où la construction de l'Europe est fortement contestée, mise en cause par les nationalismes et les populismes de tout genre, il est crucial, me semble-t-il, que la voix des parlements se fasse d'autant plus entendre. Après tout, ce sont eux les cautions et les mandats des citoyens. Nous devons contribuer ensemble à ce renouveau européen dans un esprit de complémentarité entre Parlement européen, co-législateurs et parlements nationaux qui doivent constituer une force d'influence et de proposition. Nous avons aujourd'hui donc deux sujets principaux à notre ordre du jour, tous deux très de grande actualité, la politique migratoire et la préparation de la conférence climat de Paris. Bruno Gollnisch. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je ne sais pas si je représente ici le courant que vous avez qualifié de nationaliste et populiste de tout genre au Parlement européen, mais enfin qui progresse quand même assez sensiblement. Et en tout cas, je ne considère pas cela forcément comme péjoratif. Je voudrais juste faire quelques observations. J'adhère tout à fait à ce qu'a dit M. Millard sur l'appel d'air extraordinaire qu'ont représenté certaines déclarations imprudentes, et en particulier la déclaration de Mme Merkel, selon laquelle l'Allemagne devait se préparer à accueillir 800 000 réfugiés. Je crois que ceci, dans un contexte planétaire où, malgré tout, au fin fond de l'Afrique noire, comme je l'ai vérifié encore la semaine dernière, bon, le Internet fonctionne, les téléphones portables, la télévision, ce genre d'information est effectivement extraordinairement périlleuse puisque ça provoque nécessairement un afflux. Alors on dit un afflux de réfugiés. Moi, ce que je souhaiterais quand même faire observer, c'est qu'il faudrait s'entendre sur ce terme de réfugiés. D'abord, il y a un certain nombre de réfugiés qui méritent sans doute cette qualification de réfugiés, en ce sens qu'ils sont frappés par des conflits à l'intérieur de leur pays, conflits qui bien souvent, il faut le dire, ont été provoqués par la désorganisation à laquelle les Occidentaux, et notamment les États-Unis d'Amérique, n'ont pas été totalement étrangers. Je pense à l'Irak, je pense même à la Syrie, parce qu'à la Syrie, nous avons joué dans un premier temps contre le gouvernement légal, qui était pourtant reconnu et même assez bien en cours sous la précédente mandature présidentielle. Et nous cherchons toujours une alternative politique qui n'existe pas. Et je crois que dans ces conditions, la guerre civile se prolonge et évidemment avec elle l'afflux de réfugiés. Alors il y a des réfugiés civils qui sont indiscutablement des réfugiés. Mais il y a beaucoup, quand on regarde un peu plus près les statistiques, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont originaires de pays dans lesquels il n'existe pas de conflit. Et c'est une constatation que j'avais faite puisque j'avais été le premier président de groupe parlementaire au Parlement européen en emmenant mon groupe à Lampedusa, et nous avions, avec Jean-Marie Le Pen, visité le centre de rétention. C'était assez curieux, d'ailleurs, c'était assez... Nous y avons été assez bien accueillis par les malheureux qui se trouvaient là, mais qui pour la plupart étaient des ressortissants de l'Afrique francophone, du Sénégal, de pays comme ça qui transitaient par la Libye. Alors ce ne sont pas des réfugiés, je ne dis pas que leur sort soit indifférent, je ne dis rien de ce qui est humain ne m'est indifférent, mais ce sont des réfugiés économiques, ce ne sont pas des réfugiés politiques. Et puis il y a aussi des réfugiés, il y a aussi quand même des réfugiés aussi d'un genre un peu particulier, et moi ça m'interpelle un petit peu parce que je pense notamment à Calais par exemple. On voit beaucoup de jeunes hommes dont on dit qu'ils fuient la guerre parce qu'ils sont afghans. Bon, mais moi je voudrais quand même initier un petit peu une réflexion puisque nous commémorons le centenaire de la guerre de 1914. Mon grand-père avait réussi à 19 ans le concours de Polytechnique venant de l'école communale au lycée de Langres, voilà, en juillet 14. Bon, en août 14, la guerre arrive. Il ne s'est pas réfugié en Suisse ou en Espagne. Il s'est engagé pour défendre son pays. Bon, je trouve quand même assez paradoxal. Je trouve assez paradoxal et pour tout dire immoral que l'on envoie de jeunes Français se faire tuer en Afghanistan si nous croyons à ce que nous disons, à savoir qu'on veut protéger ce pays contre la mainmise abominable des talibans, et qu'on accepte que des jeunes Afghans viennent en quelque sorte, je n'ose dire se mettre au chaud parce que je sais quelles sont leurs conditions d'hygiène indescriptibles, ici. Une dernière observation, si vous le permettez. Deux dernières observations. Oui, ça vous choque? Bien surtout que vous restiez dans le sujet, chers collègues. Mais je reste dans le sujet, me semble-t-il, madame.
Je reste dans le sujet en traitant de la question, Madame la Présidente, en traitant de la question de réfugiés qui sont des hommes jeunes, en âge de se battre et par conséquent en âge de défendre leur pays. C'est la conception que j'ai, ça n'est pas la vôtre. Mais ça n'est pas le problème ici. Je crois que nous sommes ici pour exprimer chacun nos points de vue. Alors, autre question qui n'est jamais posée, c'est celle de l'effort qui n'est sollicité que de l'Europe occidentale. Et pas d'un certain nombre de pays qui sont quand même culturellement, religieusement, politiquement, peut-être même plus proches de ces malheureux réfugiés que ne le sont les pays européens. C'est vrai que le Liban et la Turquie consentent un effort considérable, mais quid du Qatar, des Émirats, de l'Arabie saoudite, du Koweït, qui regorge d'argent, de Bahreïn, de Daman et Mascate, d'Abu Dhabi, etc. Et ne serait-il pas souhaitable d'exercer une certaine pression diplomatique sur ces pays? Je conclurai en disant que Madame Le Grip a parlé, et Monsieur Miard et d'autres intervenants à juste titre, de la distinction qu'il était nécessaire d'établir entre les réfugiés, les vrais réfugiés, et les autres qui ont vocation par conséquent à revenir. Mais je dois dire que depuis la dernière audition de M. Cazeneuve, la Cour des comptes, pourtant présidée par M. Migaud, qui est plus proche de vous, Madame, enfin en tout cas du courant socialiste que de ce que je représente, a confirmé que pratiquement 96%, plus de 90% des déboutés du droit d'asile, en réalité, ne revenaient pas dans leur pays d'origine. C'est la raison pour laquelle je pense que ces fameux hotspots, c'est-à-dire ces centres où sont examinées ces demandes d'asile, devraient être plutôt localisés sur le pourtour méditerranéen qu'à l'intérieur de nos frontières. Je pense qu'on peut parvenir à des accords avec l'Égypte, avec la Tunisie, avec la Turquie, avec d'autres pays, avec le Liban, de telle façon que peut-être cet accueil et éventuellement ce tri et cet examen des demandes se passent sur place, ce qui facilitera le retour, car chacun sait très bien qu'une fois que l'on a mis les pieds en France, il est pratiquement impossible d'en faire repartir un réfugié. Aurait-il les titres à être réfugié ou serait-il débouté du droit d'asile? Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais m'efforcer d'être bref. Je crois qu'il est extrêmement louable que le gouvernement français se préoccupe en hébergeant cette très importante conférence internationale du réchauffement du climat, qui me paraît être un phénomène avéré, qui a des effets négatifs, même désastreux dans certaines régions du monde, en particulier en Afrique, qui n'a pas que des effets négatifs partout, mais ceci est un autre sujet. Ceci étant dit, au risque de paraître iconoclaste, je voudrais dire quand même que certains doutes subsistent chez moi. Je dis des doutes, pas du tout, je n'affirme absolument rien, à la lecture des travaux d'un certain nombre de scientifiques qui contestent ce qui paraît être un dogme aujourd'hui absolument intangible, à savoir le lien de causalité avec l'activité humaine et notamment avec les rejets de CO2, donc avec l'utilisation des énergies fossiles. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire humaine qu'il y a un réchauffement climatique et que les précédents n'étaient certainement pas dus à ce phénomène. Et par conséquent, le problème reste posé. Mon intervention se limitera à demander que la liberté d'expression, la liberté de recherche demeure entière dans ce domaine. Et je dois dire que j'ai été assez choqué hier, je crois, ou avant-hier, à la lecture du journal Le Monde, en apprenant que le directeur des services météorologiques de France 2, télévision d'État, qui est donc à la fois un ingénieur et un journaliste, allait être convoqué pour être licencié au motif qu'il aurait écrit un livre, si j'ose dire, écologiquement, enfin politiquement incorrect, dans lequel il émet des doutes ou des réserves sur la compétence des membres du GIEC. Ah ben, c'est quand même tout à fait le sujet de la conférence, madame. Et je crois qu'il est extrêmement... Ce qui se passe dans la télévision française d'État a au moins autant d'importance que ce qui se passe chez Volkswagen. Et par conséquent, je conclurai
si vous le permettez, si vous voulez bien me laisser conclure, en disant que ces réserves rejoignent celles d'un homme tout à fait éminent, M. Gérondeau, polytechnicien, ancien directeur de la sécurité routière, qui mettait également en cause la compétence des membres du GIEC. Si la conférence dont nous nous préoccupons se fonde exclusivement sur les conclusions du GIEC, je pense qu'il y a un risque. Je souhaite que la liberté d'expression et de critique sur ce sujet soit maintenue. Je vous remercie. Merci. Nous parlons de la préparation de la COP21 et de ce qui est en place pour préparer cette COP21. Mais c'est, madame, c'est le sujet. La COP21 se fonde, madame Roy. Madame Roy, la COP21. Vous croyez pouvoir commenter mes propos? La COP21 se fonde, que je sache, sur les conclusions. Monsieur Gollnisch, je ne vous ai pas redonné la parole. Vous êtes ici dans une enceinte qui respecte un certain nombre de règles. Respectez-les, je ne vous ai pas redonné la parole. Je les respecte. Vous vous autorisez des critiques sur ce que je dis et je suis en mesure de vous répliquer. Chantal Guittet. C'est quand même incroyable.